Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire de la Gazette des communes. Aujourd'hui, on va parler du recensement de la population, qui est une mission éminemment importante pour l'État, à la charge des communes françaises. Celui-ci a lieu en début d'année, entre janvier et février, et le mener correctement pour ces communes est d'une importance capitale, puisque le résultat de ce recensement entre dans le calcul de répartition de la dotation générale de fonctionnement, la DGF, octroyée par l'État. Donc c'est un apport financier, on le sait, vital, et qui a pourtant connu un effondrement de sa valeur de près de 11 milliards d'euros il y a une dizaine d'années de cela et qui connaît tout juste ses premières hausses depuis 2023. Malgré tout, on va le voir, mener ce recensement, ça peut être délicat pour les communes, surtout d'un point de vue opérationnel. Et elles peuvent se faire aider depuis le 4 décembre 2024 par un prestataire extérieur comme La Poste, qui a su d'ailleurs affûter son expertise dans le domaine au gré d'une expérimentation nationale de près de 3 ans menée pour l'INSEE. Donc l'INSEE qui a la charge d'agréger l'ensemble de ces données nationales pour l'État. On se demandera alors ce qu'ont à gagner les communes à déléguer cette charge, quelle méthodologie elles peuvent adopter et bien entendu quels sont les premiers résultats obtenus auprès des villes qui ont déjà pu expérimenter aux côtés de La Poste. Pour cela, je reçois justement trois experts. Christelle Papillon-Violette, vous êtes directrice des solutions d'efficacité territoriale à La Poste. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Cathy Privat, vous êtes directrice des affaires générales et juridiques de la commune de Langon. Bonjour Cathy. Bonjour. Et enfin, Yvan Tumrel, vous êtes directeur général des services de la commune d'Anzin. Bonjour à vous également. Bonjour. Alors justement, Yvan, je vais commencer par vous. Est-ce qu'on peut commencer par présenter un petit peu la commune d'Anzin? Bien sûr, oui. Alors, Anzin, c'est une ville où il fait actuellement très bon, hein, comme souvent dans cette partie de la France, donc dans le nord de la France, à côté de Valenciennes, une ville de 14 000 habitants, une ville avec un riche passé industriel, notamment minier et sidérurgique. Alors, pour donner quelques éléments chiffrés, aujourd'hui, c'est une ville assez jeune, avec 1300 élèves, répartis dans 10 écoles, un collège, un lycée, une médiathèque de 1400 mètres carrés, un conservatoire, un théâtre de 1200 places, et puis les équipements sportifs comme un stade d'athlétisme ou 6 salles de sport. Voilà. C'est bien que vous nous donniez un peu un panorama aussi de vos équipements, puisque ça va être tout l'enjeu justement de cette DGF. Alors donc, vous, par votre population, vous avez un recensement annuel à effectuer, c'est ça? Exactement, on a tous les ans un échantillon de la population, 8% de la population qui est sondée, et Mhm. puis on a tous les ans, en début d'année, et ben voilà, la population officielle qui nous est appliquée, notamment, vous l'avez rappelé, pour le calcul des dotations. Et alors jusqu'ici, justement, vous avez quel montant de DGF à l'heure actuelle? La DGF en 2025, c'est près de 10 millions d'euros. Donc Ok, forcément, 1% d'augmentation de la population, vous voyez, ça fait quasiment 100 000 euros en plus. Donc voilà, pas l'impact négligeable. du recensement n'est pas négligeable. Et là, je crois en plus de la DGF, que vous avez accès à d'autres dotations, notamment Au sein de la DG la DSU, c'est ça? Oui, alors au sein de la DGF, on a la Ouais. dotation forfaitaire, un Mhm. peu plus de 2 millions, et la DSU qui représente un peu plus de 6 millions. Donc effectivement, globalement, ça représente un total de près de 10 millions. Ok. Cathy, on va faire de même avec la commune de Langon, si vous pouvez nous faire un petit panorama. Alors là, je crois qu'on est plus au sud. Oui, plus au sud et une commune plus petite, donc 7600 habitants. Donc c'est une commune du sud Gironde. Langon est sous-préfecture, parmi les 4 sous-préfectures de la Gironde. Chef-lieu de canton, chef-lieu d'arrondissement. Donc le nombre d'habitants a régulièrement augmenté, sauf en 2018. Pourquoi, on ne sait pas. Et puis là, c'est en nette progression, enfin en nette. Donc la commune est dotée également de beaucoup d'équipements. Donc nous avons un centre hospitalier, toutes les administrations, les impôts, la CPAM, etc. 3 écoles primaires, 2 collèges, 2 lycées qui représentent environ 4000 élèves par jour. De nombreux équipements sportifs également, donc 2 terrains synthétiques, 2 terrains d'honneur en herbé, une halle des sports, un gymnase, une piste d'athlétisme, un skatepark, 2 piscines, enfin une piscine municipale et un stadium couvert, une salle de spectacle de 500 places. Donc tous les jours, en fait, Langon voit sa population multipliée par 2 compte tenu de tous ces équipements.
Enfin, Oui, parce que vous Langon, accueillez la population extérieure de la voilà, ville. voilà. Donc Langon compte plus de 100 associations qui contribuent aussi activement au dynamisme de la ville et dans tous les domaines sociaux, culturels et sportifs. Donc effectivement, pour nous, la dotation globale de fonctionnement est très importante. Et donc le Et vous recensement. savez nous donner le montant que vous avez eu jusqu'ici? Alors nous, c'est bien inférieur. Au total, c'est 900 000 euros, 900, 535, 30 000 euros. Donc pour la DGF, c'est 491 000 euros. Et pour la DSR, donc nous, c'est la dotation de solidarité rurale, qui est de 409 000 euros. Très bien. Christelle, on va passer côté La Poste, hein, un petit peu présenter ce que vous faites. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter voilà, les nouveaux services de proximité que La Poste propose, notamment dans le cadre de ce que vous appelez les solutions d'efficacité territoriale dans le titre de votre fonction? Oui, tout à fait. Alors, déjà rappeler qu'évidemment, La Poste est une entreprise de proximité humaine et territoriale qui est présente tous les jours sur l'ensemble du territoire. Et en nous appuyant sur notre réseau de facteurs, on a développé toute une gamme de services à destination des collectivités et des entreprises autour de plusieurs thèmes. Le premier, c'est l'efficacité énergétique, où nous pouvons par exemple mettre en place des actions de sensibilisation à la rénovation énergétique autour des mobilités durables avec des services qui sont proposés aux gestionnaires de flottes de free floating et puis autour du recyclage et du réemploi. Mais nous avons aussi développé des offres autour de la data territoriale avec des collectes de données qui sont opérées par les facteurs, mais aussi par des capteurs dont nous équipons les véhicules des facteurs. Et notre filiale Géoptis commercialise ainsi des audits sur l'état de la voirie, sur la couverture mobile ou la qualité de l'air, ou encore sur le géoréférencement du mobilier urbain. Et enfin, nous proposons des services de proximité donc, qui sont opérés par nos facteurs, comme par exemple la livraison de plateaux repas, l'aide à la détection de la perte d'autonomie, mais aussi les états des lieux et la maintenance de petits matériels, par exemple. Donc ça fait déjà longtemps que stratégiquement vous vous êtes rendu compte hein, de la valeur ajoutée de votre réseau de facteurs auprès des collectivités et que vous déployez des nouveaux services. Et justement, vous ajoutez à ça le service de recensement. Alors, qu'est-ce qui vous a mené justement à ce raisonnement? Pourquoi avoir déployé ce service? D'abord parce que le recensement, c'est une mission qui est finalement très proche de l'ADN de la Poste, parce que c'est une mission qui nécessite une bonne connaissance du territoire et des personnes qui peuplent le territoire. Et puis, le facteur, vous le savez sans doute, c'est le deuxième personnage préféré des Français. Il inspire confiance, il crée facilement le contact. Et du coup, tous ces facteurs nous ont conduits à participer dès le début, donc dès 2022, à l'expérimentation de l'externalisation du recensement. Et puis, le recensement, c'est aussi une mission extrêmement importante pour les collectivités. D'abord parce qu'on l'a dit depuis le début, hein, ça permet d'ajuster la dotation globale de fonctionnement. Ça permet de mieux connaître les besoins de la population, de la dimensionner, de prévoir les équipements publics, d'aider à la décision en local. Mais c'est aussi une mission assez complexe à mener, notamment pour les petites communes comme Langon, qui ne le font que tous les 5 ans. Entre-temps, l'équipe municipale a pu changer, il faut tout réinventer, tout remettre en place. Et là, la Poste peut accompagner les collectivités dans cet exercice qui est à la fois très important et très compliqué. Merci Christelle. Oui, parce qu'il faut le rappeler quand même, hein, l'État ne fait pas ça, ne fait pas ça pour rien. Hein. L'idée d'aligner la répartition de la DGF avec ce recensement, c'est quelque part d'aller vers une répartition qui soit plus juste entre toutes les collectivités, les communes hein, de France. Et alors justement, je vais me permettre de faire un encadré un petit peu journalistique pour qu'on voit hein, comment a évolué cette dotation au cours des ans. Donc comme je le disais en introduction, à partir de 2013 jusqu'à 2017, tous les ans, la DGF a perdu énormément de valeur pour s'aligner, pour passer en fait de 38 milliards d'euros à 27 milliards d'euros en 2017, hein, donc une perte de 11 milliards d'euros
en volume total. Entre 2018 et 2022, on a une période de gel. Tout est relativement stable aux alentours de 27 milliards d'euros. Et à partir de 2023, l'État commence à réamorcer la pompe, si j'ose dire. Et on a tous les ans une hausse, donc en 2023 de 320 millions d'euros, qui a conduit à environ 90% des communes qui ont vu une hausse des dotations qui leur ont été attribuées. 2024, exactement le même chiffre, 320 millions d'euros, 82% des communes qui voient une augmentation de leur dotation. Et 2025, on devrait plutôt être aux alentours de 150 millions d'euros supplémentaires. Donc au total, en 3 ans, on a fait plus 790 millions, alors que pendant 10 ans avant, même plus, on avait été sur une perte sèche de 11 milliards d'euros. Donc voilà. Donc quand même, on est sous des auspices un peu plus positifs. Et justement, aujourd'hui, l'objectif des communes, ça va être de pouvoir un petit peu tirer leur épingle du jeu et profiter de cette hausse de valeur. Je fais une petite parenthèse également et je m'adresse à vous, cher public. N'hésitez pas à nous poser vos questions directement dans le chat. C'est un webinaire participatif, donc n'hésitez pas à être contributeur de l'information. On tâchera d'y répondre dès que possible. Alors, Yvan, Cathy, je vous pose une question un petit peu à la cantonade. Vous me dites qui veut répondre en premier, mais quels sont les problèmes courants que vous avez l'habitude de rencontrer quand vous procédez vous-même justement à ce recensement? Alors, je réponds. Allez-y, Cathy. Donc, les difficultés rencontrées portent essentiellement sur le recrutement et la gestion humaine, la gestion des agents recenseurs. En 2018, nous avons recruté 20 agents recenseurs pour 21 districts pour réaliser l'enquête. Et en fait, au bout de quelques jours, 5 agents ont démissionné en cours de leur mission. Donc, ça a engendré beaucoup de problèmes de réorganisation puisqu'on n'a pas trouvé d'autres agents pour les remplacer. Et disons qu'au final, l'enquête a été mal réalisée. Voilà, donc la gestion humaine a nécessité en plus 2 agents titulaires en permanence pendant les 2 mois, plus le chef de service, moi-même donc. Donc ces agents n'ont pas pu se consacrer à leur mission. Voilà, c'est très très chronophage et très difficile. Et le recrutement est très difficile. Donc une problématique essentiellement RH et notamment vous insistez sur cette notion de fiabilité en fait, Voilà. C'est-à-dire que les agents qu'on recrute et qu'on forme peuvent très bien abandonner à la dernière minute et faut Voilà. gérer la problématique ensuite. Voilà, c'est ça. Et en plus, on a vu au fil des années, les agents recenseurs sont beaucoup moins impliqués qu'il y a 15 ans de ça. Ok, très bien. Yvan, vous voulez compléter peut-être de votre point de Oui, vue? alors chez nous, c'est également une problématique essentiellement RH. Alors nous, effectivement, nous, comme on fonctionne par sondage, on mobilise beaucoup moins d'agents. Nous, je dis c'était, puisque on a confié la mission à la Poste en 2023. C'était 3 agents sur une période de 2 mois. Le choix a été fait également de faire appel à des vacataires, donc faire des sessions de recrutement. Et on a rencontré des difficultés croissantes aussi à recruter les bons profils. S'agissant d'une mission qui est quand même qui représente pas non plus un temps plein, donc effectivement c'est pas non plus des volumes horaires très importants et donc bon, des difficultés à trouver des candidats intéressés et puis par ailleurs des profils aussi assez spécifiques qui supposent quand même une bonne connaissance du territoire, qui supposent aussi un certain savoir-être. Donc voilà, une équation de plus en plus difficile à résoudre. Christelle, je vais aussi un petit peu compter sur vous pour compléter ce tour de table. Tout à l'heure, vous me parliez justement de l'importance que le facteur soit connu par la population. Est-ce que vous voyez peut-être un sujet d'image, de défiance un petit peu à l'égard des agents qui mènent ce recensement? Oui, tout à fait. Je pense qu'au-delà des difficultés RH que Cathy et Yvan relèvent, on a aussi une difficulté parfois à entrer en contact avec la population. Alors, soit parce que ce qu'on constate ces derniers temps, c'est que le taux de réponse au recensement en fait diminue. Et il illustre sans doute, en fait, cette baisse illustre sans doute la défiance aussi de certains de nos concitoyens à l'égard de l'État et donc leur volonté de ne pas répondre au recensement. Là, le facteur peut parfois convaincre, en fait, puisque la Poste est une entité qui est plutôt appréciée.
L'autre difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que parfois l'adressage est partiel et c'est compliqué de trouver voilà, le logement, le bon foyer. Et puis on a aussi des personnes dans des quartiers peut-être où il y a un sentiment d'insécurité qui n'osent pas ouvrir à des personnes qu'elles ne connaissent pas. Et là encore, le facteur peut être une figure rassurante. Très clair. Alors, est-ce que justement, pour revenir à cette expérimentation que vous avez menée pour l'INSEE, est-ce que vous pouvez revenir sur sur la genèse en fait? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est l'INSEE qui vous a contacté directement? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Eh bien, alors l'histoire remonte un petit peu effectivement parce que le Covid est passé par là, mais en 2019, il y a eu le vote de la loi Pacte qui prévoyait donc l'expérimentation de l'externalisation du recensement à des prestataires privés. Et l'objectif de cette loi, c'était effectivement de répondre aux difficultés qui étaient évoquées par Cathy Yvan sur le recrutement des agents recenseurs pour les collectivités, donc de les aider à trouver de la ressource. Cette expérimentation qui était prévue pour 3 ans, donc elle s'est déroulée de 2022 à 2024. Et La Poste a été la seule entreprise en fait à se porter candidate pour cette prestation. Je pense qu'on s'est porté candidat à la fois parce que je l'ai dit, c'est quelque chose qui est très proche de notre ADN, voilà, qui résonne avec notre mission de service public. Mais ça nous a demandé aussi de nous adapter vraiment au process de l'INSEE parce que pour l'INSEE, il y avait quand même un risque qui était que si dans les zones dans lesquelles il y avait l'expérimentation, eh bien, les chiffres n'étaient pas fiables, ça pouvait remettre en question vraiment les résultats du recensement au niveau national. Donc, l'INSEE a été pendant cette période d'expérimentation très ferme en fait sur les consignes, sur la façon de nous organiser, de former nos agents, de les suivre, etc. Donc, on s'est conformé évidemment à tout ce processus, ce qui nous a permis de proposer à la fois une prestation qui était conforme à ce qu'attendait l'INSEE, qui permettait vraiment de proposer une prestation qui faisait sens pour les collectivités, et puis aussi qui permettait généralement d'améliorer les résultats qu'elle connaissait quand elle le faisait seule. Alors, j'en profite pour glisser une première question hein, du public, qui est une question de précision pour vous, Christelle. On me demande si ce sont les facteurs habituels qui réalisent la mission. Donc, est-ce que voilà, c'est le facteur que j'ai l'habitude de voir venir m'apporter mon colis ou les lettres dans ma boîte postale qui va être formé pour potentiellement ensuite m'aider à remplir mon formulaire? Alors, ça peut être le cas, mais ça n'est pas systématiquement le cas parce que pour être un agent recenseur, il faut avoir une habilitation qui est octroyée par l'INSEE et qui l'est sur une zone donnée après une formation. Donc, on n'a pas forcément une parfaite adéquation entre la tournée habituelle et la zone à recenser sur la commune. Donc, effectivement, ça n'est pas nécessairement le facteur habituel. Néanmoins, c'est un postier qui a l'habitude du travail en proximité et généralement quelqu'un qui connaît le territoire. L'uniforme est le même. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir un détail aussi sur les grandes étapes clés hein, de cet accompagnement structurellement? Quelle est la méthode que vous employez auprès des communes qui passent par vous? C'est le même travail que font les collectivités quand elles procèdent seules, hein. La première étape, c'est évidemment le recrutement des agents, puisqu'on est sur des horaires qui sont différents de ceux dans lesquels le facteur exerce habituellement. Donc, il nous faut recruter spécifiquement, enfin, des personnes qui vont effectuer cette mission sur les horaires qui sont ceux du recensement. On va former également ces agents, c'est ce que je disais. Ça, c'est un prérequis, une obligation de l'INSEE, ce qui permet d'obtenir une carte d'agent recenseur que l'on va montrer hein, quand on se présente au domicile pour rassurer la population. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est une tournée de reconnaissance où là, on va vérifier les adresses de la zone à recenser, vérifier qu'elles sont toutes bien présentes dans cette tournée de reconnaissance. Et puis, on va aussi vérifier les logements vacants. Donc qui, eux, ne sont pas recensés quand ils sont vides. Et la dernière étape, c'est le recensement à proprement parler. Donc, l'agent recenseur
facteur, quand il s'agit de la Poste, va eh bien, remettre les codes pour les personnes qui souhaitent faire le recensement par Internet. Ça, c'est une incitation assez forte hein, de l'INSEE de faire un recensement par Internet. Donc, on va remettre les codes dans ce cas-là. Et si la personne souhaite le faire sur papier, on va lui remettre les feuilles de logement et les bulletins individuels pour qu'ils puissent remplir eux-mêmes ce questionnaire. Et puis ensuite, le facteur, l'agent recenseur, va passer régulièrement pour relancer, pour rappeler qu'il faut soit effectuer le recensement par Internet, soit remplir le document. Si les personnes ont du mal à remplir le document, par exemple des personnes âgées, elles peuvent évidemment ponctuellement demander au facteur de les aider à remplir le questionnaire. Ça, c'est une notion qui Voilà. me paraît importante, Christelle. Je me permets de faire une parenthèse parce que c'est vrai qu'on a peut-être omis jusqu'ici de dire qu'il y a aujourd'hui une incitation très forte, hein, comme vous le dites, de l'INSEE à faire effectuer ce formulaire en ligne. Et donc, Mm. de facto, on se retrouve, je pense, peut-être que Cathy, Yvan, vous pouvez intervenir sur le sujet pour me partager votre point de vue, mais on peut se retrouver face aussi à une problématique de ce qu'on appelle de fracture numérique avec certaines populations qui soit vont pas avoir accès, j'imagine, à des terminaux informatiques, soit peut-être des personnes âgées qui n'ont pas forcément la culture informatique pour opérer. Oui, tout à fait. Enfin, nous, surtout dans le milieu rural. Enfin, on est semi-rural. Bon, on est une commune centre, mais beaucoup de âgés quand même, de beaucoup de personnes âgées. Donc effectivement, nous, ce qu'on a vu en fait en travaillant avec la Poste pour faire ce recensement, c'est bon d'abord nous soulager de la gestion des agents et mais aussi d'avoir en fait pour les habitants la connaissance de leurs facteurs. Déjà, donc c'était plus rassurant, même si sur la vingtaine qu'on avait, cinq n'étaient pas du secteur, mais bon, voilà, ils connaissaient quand même il connaissait la ville, donc c'était quand même C'est bien appréciable. parce que vous nous donnez aussi un rapport par rapport à la question précédente du public, Oui, hein. C'est qu'on en avait 5 qui hein, bon, connaissaient pas le secteur, mais donc ça veut dire qu'on oui, en avait 15 sur les 20 qui voilà. connaissaient déjà. Voilà, c'était vraiment les facteurs. Et les facteurs donc connaissent les habitudes, enfin sur les 15 là, ils connaissaient bien les habitudes des habitants, ce qui pouvait permettre de se présenter aux heures de présence pour pouvoir récupérer les questionnaires plus facilement. Ça, c'était un avantage. Et effectivement, enfin, pour tous ceux qui n'avaient pas complété en ligne et apporter une aide à ceux, effectivement, qui avaient des difficultés pour compléter en ligne. Donc dans ces Donc, cas-là, ça veut dire qu'il reste en présence de la personne pour l'aider à remplir son formulaire en ligne, c'est ça? oui, alors, oui, il reste, oui, il les accompagne, oui. Ouais, donc on imagine qu'effectivement, quand c'est un agent municipal, ça peut être extrêmement chronophage très rapidement. Voilà, c'est sûr. Et Yvan, les, donc, en fait, si je résume, Cathy, si je vous demandais un petit peu quel serait pour vous l'argument, la plus-value de faire passer, de déléguer cette mission au réseau de facteurs, ce serait un argument essentiellement de confiance, hein, encore une fois, voilà, d'image. c'est ça, c'est Ok. ça. Yvan, de votre côté, un petit peu, la plus-value de faire passer cette mission par le réseau de facteurs? Oui, bien sûr, bah, il y a cet argument de confiance qui me semble principal. Il y a également, bien sûr, la connaissance du territoire, hein. Alors, ça vaut pour les zones rurales, mais ça vaut aussi pour les zones urbaines comme chez nous. Nous, on a beaucoup d'habitats miniers avec des courets, donc avec des dénominations de rues qui sont pas forcément très bien identifiées. Et donc là, forcément, c'est un avantage de recourir à des facteurs. Vous l'avez, je me pose la question, mais est-ce que justement pendant l'expérimentation, vous vous êtes rendu compte de ça, je ne sais pas, vous vous êtes rendu compte que les phases préliminaires, un petit peu d'adressage et de préparation des équipes étaient peut-être plus rapides du coup, puisque les facteurs étaient déjà en connaissance des lieux? De ce fait, nous, c'est une mission dont on s'est déchargé, hein, puisqu'effectivement, précédemment, on avait la phase de formation de nos vacataires. Et ça, effectivement, c'est quelque chose dont se charge la Poste. Donc, c'est moins de charge aussi pour nos équipes. Mhm. Christelle, pour revenir un petit peu sur les problématiques qui ont été évoquées hein, par Cathy et Yvan, il y avait aussi un sujet autour de, comment dire, de motiver, de la motivation un petit peu des agents à recruter. De votre côté, quand vous proposez aux postiers d'endosser cette mission, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que justement cette motivation, elle est supérieure dans ces cas-là?
Je pense que il y a plusieurs éléments qui jouent en fait. Le premier élément, c'est évidemment, comme je disais, que cette mission de recensement, elle est à la fois très proche de la mission de service public que la Poste adresse au quotidien, de la distribution, du lien à la population, d'un service. Parce que quand on fait le recensement, on voit, on sait que c'est un élément qui va être important pour la commune derrière. Et tous ces éléments-là engagent nos agents vraiment dans la réalisation de cette mission-là. L'autre élément, c'est que, en fait, on va utiliser nous aussi notre organisation habituelle, c'est-à-dire que nos agents, ils sont habituellement managés par une personne qui veille à ce qu'ils travaillent correctement avec les objectifs de qualité qui sont les nôtres. Et ce management, on va continuer de le mettre en place au service de la mission de recensement. Comme disait Cathy tout à l'heure, j'ai cru comprendre que c'était vous, Cathy, qui aviez du coup joué le rôle d'agent de coordinateur communal. Non, 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 c'est la responsable des élections, mais en d'accord. fait, voilà, il y avait deux agents à temps plein et moi, je les accompagnais. Enfin, ça a été surtout, c'était dans la gestion humaine parce qu'il y avait Ouais, beaucoup de problèmes et donc il fallait que je les accompagne, voilà, pour gérer ouais. des problèmes relationnels, en fait. Voilà. Oui, je comprends. C'était, Ben, ça, typiquement, en fait, comme c'est notre métier habituel, avec des équipes qu'on connaît, dont on connaît les difficultés, etc. Eh bien, ce sujet de mobilisation, d'engagement vers le résultat et donc de maintenir le niveau de présence tout au long de la campagne, on n'a pas les mêmes difficultés qu'on peut avoir quand on fait appel à des intérimaires, etc. Le point que je voulais ajouter aussi, c'est que nous, quand on fait une proposition de recensement pour une commune. Donc, on lui propose vraiment une prestation de bout en bout et on s'assure que on a les effectifs nécessaires pour pouvoir effectuer la prestation. Ça veut dire que si jamais on a des personnes qui tombent malades pendant la période ou enfin voilà ont un accident, on prévoit toujours nous un volant supplémentaire pour faire face à ces difficultés. Donc voilà, c'est aussi une organisation pour nous plus Hmm. habituelle, peut-être entre guillemets. Structurellement, on ressent moins le Voilà, flux tendu. exactement. Hmm. Alors, j'en profite parce que alors, le public se déchaîne, je reçois plein de questions, on reconnaît bien là le public de la Gazette hein, qui est toujours très actif et en plus pertinent hein, dans les questions. Alors, je vais les prendre dans l'ordre parce qu'on est sur des questions structurelles, donc je pense que c'est le bon moment pour les poser. Il y a d'abord un petit peu une question de gouvernance, on me demande un petit peu quel contrôle exerce la collectivité sur le retour des enquêtes, donc, notamment menées par la Poste. Donc plus largement, moi j'ai envie de dire, est-ce que vous gardez la main sur le sujet, Cathy, Yvan? oui, oui, tout à fait. Mhm. Comment ça se passe d'un point de vue gouvernance? Est-ce que vous avez quand même une personne qui reste affectée un petit peu au Oui, suivi des opérations? Vous oui, avez un oui. relationnel régulier avec la Poste? Ou est-ce que on est là au début, là à la fin, et entre-temps on gère Non, rien? non, du tout. En fait, donc la coordonnatrice, enfin, c'est la responsable des élections, n'a pas de relation directe avec les agents recenseurs, Mhm. mais nous avons deux référents de la Poste qui tous les jours viennent faire le point. Et à la fin du recensement, même sur la fin, c'était deux fois par jour où en fait on faisait le point. Dès qu'on constatait qu'un secteur, un district n'avait pas été assez avancé, etc., hop, donc, du coup les référents les relançaient, s'occupaient des agents recenseurs, les relançaient pour qu'ils aillent plus vite, etc. Donc c'est vrai qu'au niveau gestion, et nous, on avait quand même la main, effectivement, totalement. De votre côté, Yvan, c'est pareil. Donc là, on avait quand même voilà, un relationnel quotidien avec Oui. Ah des oui, points de oui, oui. situation quotidien. Yvan, de votre côté? Oui, oui, bien sûr, c'est effectivement des relations quasi quotidiennes, d'échange d'informations, de remontée d'informations, de réflexion aussi commune quand des problèmes se présentent. Moi, je pense notamment cette année, on avait une résidence étudiante qui était concernée par le recensement et le recensement est tombé dans la période de stage à l'international des étudiants. Donc Oui, voilà, c'est pas de bol. il y avait des questions, la question pratico-pratique qui se posait, comment on procède quand les étudiants sont en Inde ou au Canada, par exemple, pour s'adresser à eux. Voilà. Donc voilà, là, clairement, c'est des points d'étape, des points de crise qu'on gère au quotidien avec les équipes de la Poste. Donc en plus, l'accompagnement est pas, entre guillemets, uniquement sur le B à bas. On est aussi capable un petit peu de proposer des solutions, de gérer les imprévus de cette mission. Tout à fait.
Est-ce que je Et peux apporter juste un allez-y, Christelle, complément? allez-y, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est que il y a un système d'information qui est mis en place pour le recensement par l'INSEE qui s'appelle Homer. Homer, c'est une interface qui est destinée aux élus, donc c'est eux qui ont la visibilité sur l'avancement en fait de la campagne tout au long des 6 semaines que va durer le recensement. Donc la vision de là où ils en sont, c'est eux qui, enfin c'est la commune qui l'a. Nous, on partage ces informations avec la commune, donc tous les jours, à l'idéal, au moins une fois par semaine, nous communique le taux d'avancement en fait par zone. Et donc nous, on va ajuster ensuite, comme le disait Cathy, les effectifs, regarder comment on peut rattraper le retard à un endroit éventuellement. Donc c'est effectivement, nous, on va prendre en charge le management de nos ressources pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, qui est de faire mieux que le dernier recensement généralement. Et la commune a une vision, je dirais, contradictoire de celle de la Poste grâce à Homer et à l'outil de l'INSEE. Très clair. Alors, autre question justement de méthode. On me demande s'il est possible d'envisager des partages, hein, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois des agents municipaux et des agents postiers dans l'équipe. En Alors, fait, je me demande d'ailleurs quel pourrait être l'intérêt, mais pourquoi pas. Pendant la période d'expérimentation qui vient de se terminer, en fait, ça s'est produit assez régulièrement, le Mhm. fait que il y a les équipes municipales confient une partie simplement de leur commune à recenser à la Poste, notamment quand on est sur le cas de Cathy, là, sur des communes qui sont en dessous des 10 000, mais proches des 10 000 habitants, ça fait, comme elle l'a dit, hein, beaucoup d'agents recenseurs à recruter. Même pour la Poste, ça fait beaucoup d'agents recenseurs à recruter, donc c'est pas forcément évident d'avoir une équipe complète. Toutefois, à partir de cette année, notre recommandation, en fait, on s'organise pour pouvoir proposer au plus possible aux collectivités une prise en charge complète de leur recensement. D'abord parce que ça leur permet de mieux se décharger des problématiques de recensement, c'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Yvan, ils nous confient le sujet, ils regardent qu'on avance bien, mais ils n'ont rien d'autre à faire. Et pour eux, c'est être davantage déchargé que quand il y a des équipes mixtes où il faut quand même recruter des gens, quand même les former, quand même vérifier qu'ils sont là, quand même les animer. Donc ça, c'est une recommandation assez forte de notre part. Et puis en plus, ce dont on s'est rendu compte lors des 3 premières années, c'est que quand on opérait complètement une commune, le recensement total d'une commune, on obtenait des meilleurs résultats que quand on était sur des équipes mixtes. Parce que du coup, nous, on arrive à gérer la ressource aux bornes de la commune et à mettre l'impulsion là où il faut la mettre, ce qui permet voilà, d'être meilleur dans les résultats. Donc, effectivement, c'était possible, c'est toujours possible. Hein, de toute façon, la commune est souveraine, hein, donc c'est Mhm. elle qui choisira la façon dont elle veut s'organiser. Donc, elle peut continuer de décider d'avoir une partie de ressources propres et une partie du recensement opéré par la Poste, même si voilà, notre proposition de valeur, elle est plus forte quand on prend en charge la totalité de l'opération. Ce qui est assez logique, hein, parce que quelque part, finalement, d'avoir deux équipes municipales et la Poste, ça crée quelque part un silo, hein. C'est que derrière, il faut aussi un peu agréger toute cette information pour avoir un reporting clair, donc ça prend un peu plus de temps et forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais ça permet de souligner que vous n'avez pas une méthodologie unique. Vous pouvez adapter la méthodologie aux habitudes de travail de la commune. Tout à fait. Alors, bah, on a déjà vu un petit peu la promesse, la structure. On va peut-être rentrer dans les résultats parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup notre audience. Peut-être, Cathy, je vais commencer par vous. Quels sont les résultats que vous avez observés durant cette expérimentation pour, donc, encore une fois, la commune de Langon? Alors, le total des logements donc enquêtés a atteint plus de 98% cette année, donc, avec la Poste, Mhm. dont plus de 53% par Internet, contre 93% en 2018 et 50% par Internet en 2018. Ok, donc Donc, plus 5 points hein, sur le score de voilà. recensement, qui est donc le score qui est utilisé hein, par l'État pour répartir hein, cette DGF, et donc plus 3 points, si j'ai bien compris, sur la partie score de Ouais, réalisation par Internet. Donc ça, ouais. c'est Alors plus ça, c'est pour, pas encore, pour la... ouais, chez nous, c'est compliqué, mais bon, on a progressé quand même, ce qui est bien. Donc D'accord. voilà, qu'est-ce que après, est-ce que je vous parle du coup
payés Oui, par la allez-y, tous collectivité. les Voilà. résultats, on veut tous les résultats. Donc, Justement, en plus, le on a coût, des questions de coûts qui sont en train de tomber, donc c'est bien, ça va faire la transition parfaitement. voilà, donc le coût total, donc avec la Poste, ça nous a coûté 53 000 euros en Mhm. 2024 et en gestion directe en 2018, 55 000 euros. Donc, on a Rappelez-nous payé la 50, population de Langon. 53, 7 600. Voilà, donc c'est bien, ça donne aussi un rapport, hein, parce que c'est pour répondre à des questions du public en même temps, hein, mais 53 000 euros pour 7 600 habitants. Voilà. Et donc, sur ces 53 000 euros, donc on a une dotation forfaitaire de l'État qui est de 14 999 euros exactement en 2024. Et par contre, en 2018, on avait eu 15 075 euros. Bon, on avait eu plus puisque bon, les dotations de l'État baissent, alors ça doit. Voilà. La Bon, méthode il y de a très peu calcul, là, en d'écart. l'occurrence. Il y a très peu d'écart, oui. Voilà. Mais donc, je note quand même que même financièrement, vous avez un gain léger, mais un gain quand même Oui, entre oui, l'avant la poste et l'après la oui, poste. oui, Ok, très tout clair, à fait. d'environ donc de 1000 euros, si je ne m'abuse. Oui, 2 Et 000 donc, euros. est-ce que vous, étant donné les résultats, est-ce que vous envisagez de continuer là avec la Poste maintenant que l'expérimentation est terminée et qu'on va pouvoir concrétiser ça correctement? Alors, bon, mais nous, ce sera dans 5 ans. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer puisque l'année prochaine, on a quand même un renouvellement des assemblées. Donc Oui. voilà, il faudra que je représente le dossier à la nouvelle assemblée et au maire. Donc voilà, Est-ce que pour personnellement nous, vous y êtes oui. favorable? Voilà, nous, les agents, le service, la directrice générale des services aussi, voilà, oui. Ah, donc ils ont vraiment, même vos agents, globalement, Oui. ont ressenti un soulagement quelque part. Oui. Oui, au départ, ils étaient un petit peu inquiets et finalement, oui, beaucoup, 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 vraiment. Merci Cathy. Alors Yvan, pareil, hein, pour la commune de Danzin, encore une fois, est-ce que vous avez connu des résultats aussi positifs? Alors sur l'efficacité, on avait déjà des résultats qui étaient corrects. Jusqu'en 2022, on était de l'ordre de 95% de réponses. On a légèrement monté, on a gagné un point l'année suivante, et puis ça s'est stabilisé. Donc bon, on va dire que en termes d'efficacité, on est resté à peu près au niveau qu'on avait précédemment. Là où Mhm. ça a beaucoup évolué, c'est effectivement, c'était évoqué tout à l'heure, c'est la pression que l'INSEE met pour les taux de réponse par Internet. Et donc là, effectivement, où il y a besoin d'un accompagnement quand même supplémentaire des agents recenseurs. Donc là, on atteignait à peine 60% il y a 2 ans et on est passé à 80%. Ok, donc Effectivement, ça plus c'est. 20 points hein, quand même avec la Donc Poste. là, effectivement, c'est intéressant. Ok, et donc là Euh, pareil, est-ce que d'un sur point les de vue éléments. des équipes, vous ressentez un allègement? Oui, 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 tout à fait. Alors, bien évidemment, il y a allègement. Néanmoins, comme on l'évoquait tout à l'heure, ça suppose quand même, malgré tout, encore du contrôle, hein, et puis un travail de l'agent qui est en charge de la coordination. Sur les éléments budgétaires, alors on n'est pas sur les ordres de grandeur de Langon, bien sûr, puisque comme on fonctionne par échantillonnage, on est Mhm, sur de tous les l'ordre de 5 ans. 5 à 6 000 euros par an de prestations à régler à la poste. Et la dotation couvre à peu près 50% du coût. Ok, très clair. Alors, est-ce que pareil, même question, est-ce que vous, de votre côté, vous êtes favorable à une collaboration au long terme avec la Poste? Bon, a priori, oui. Enfin, là, on a commencé maintenant il y a 3 ans. Bon, voilà, a priori, ça devrait continuer, même s'il n'y a pas de décision formelle aujourd'hui de prise. Mais normalement, on continue l'aventure. Très clair, merci Yvan. Et alors, Christelle, j'ai envie de vous poser la même question, mais peut-être de votre point de vue plus général de l'ensemble des communes que vous avez accompagnées. D'ailleurs, on peut peut-être rappeler le nombre de communes hein, que vous avez accompagnées au gré de ces 3 ans d'expérimentation et les résultats que vous avez pu un peu observer globalement. Alors d'abord, merci Thibaut, parce que grâce à vous, je sais que j'ai probablement des futurs clients avec moi cet après-midi. Ah bah, Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens, vu la réactivité sur le chat, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à avoir effectivement des renseignements très précis. eh bien, nos équipes commerciales sont toujours présentes auprès des collectivités pour répondre à leurs questions. Alors, effectivement, on a accompagné l'expérimentation sur les 3 premières années. Il faut se dire quand même que ça a été
une phase d'apprentissage, hein, et que maintenant que on est dans la vraie vie du marché concurrentiel, puisque désormais toute entreprise, hein, peut se porter candidate pour effectuer le recensement, les conditions, notre proposition de valeur, elle va continuer d'évoluer pour s'adapter au mieux aux attentes des élus. On a commencé la première année, on était à 18 communes, on a fait à peine 40 en 2023. On a terminé 2024, donc la dernière année d'expérimentation, avec 150 communes. L'élément marquant, c'est vraiment que dans les 75 grandes communes qu'on a recensées en gros en 2024, on avait des clients fidèles, c'est-à-dire toutes les grandes communes qui nous ont à un moment demandé de faire leur recensement, comme c'est tous les ans, eh bien, elles ont toutes renouvelé l'année suivante. Donc ça, c'est, je pense, un élément marquant en termes de satisfaction de nos clients. Pour les petites communes, c'est aussi une prestation qui est extrêmement intéressante parce que il y a plusieurs catégories de petites communes, hein. Il y a les petites communes comme celle de Cathy qui en fait est quand même une grosse commune parce que ça mobilise beaucoup d'agents. Et puis on a des communes beaucoup moins importantes avec donc un nombre d'agents moins important à mobiliser, dont on pourrait se dire qu'elles sont moins intéressées à externaliser cette prestation à un tiers. Et en fait, c'est pas nécessairement le cas. On a des toutes petites communes avec un agent simplement à mobiliser qui nous ont demandé d'opérer le recensement pour elles parce que qui dit petite commune dit peu de ressources et donc pas facile forcément de trouver quelqu'un pour le faire. Alors, Donc, ça me permet de glisser, je me permets de vous interrompre, ça me permet de glisser une toute petite question hein, du public. Là aussi, c'était qui est très pertinente, c'était de savoir si vous avez des seuils, un seuil minimum, un seuil maximum de population, au-delà duquel vous ne prenez pas la mission. Alors, on n'a pas de seuil minimum, on n'a pas de seuil maximum, mais on ne peut pas adresser des communes trop importantes ou qui demandent un volume trop important d'agents recenseurs, c'est-à-dire que on est quand même contraint par notre bassin d'emploi. Et donc, Mhm. voilà, il peut être compliqué dans certains cas. Quand on est, je crois, que sur Nantes, l'équipe d'agents recenseurs de Nantes, c'est 75 personnes. 75 personnes, enfin, on peut pas retirer 75 facteurs pour aller faire le recensement. Donc là, C'est c'est peut-être compliqué. typiquement là, dans le cadre par exemple de métropole, que du collaboratif peut s'effectuer entre plusieurs équipes, voire même potentiellement, j'imagine, plusieurs prestataires demain. Tout à fait. Et donc, c'est là où il faut faire preuve d'agilité pour mieux répondre, savoir mobiliser aussi les postiers là où ils sont le meilleur. Donc voilà, il n'y a pas, ça va être une réponse au cas par cas. Donc si les communes nous sollicitent, on sera en mesure de répondre au mieux à leurs demandes. Et puis peut-être ce que je pouvais ajouter, c'est qu'effectivement, Yvan et Cathy l'ont déjà mentionné, mais généralement, quand on prend en charge le recensement, on obtient généralement des résultats supérieurs à ceux qui étaient enregistrés à la campagne précédente, qu'elle soit l'année dernière ou il y a 5 ans, en fonction du type de collectivité. Et au vu des résultats que vous avez observés, des bons résultats, du coup, est-ce que vous envisagez déjà des services complémentaires qui pourraient venir se greffer à l'accompagnement que vous proposez déjà? Tout à fait, parce que ce que je vous évoquais, c'est que nous, ce qu'on souhaite faire, c'est décharger vraiment la collectivité de cette mission qui est à la fois hyper importante pour eux, mais aussi hyper complexe. Donc déjà, aujourd'hui, ce qu'on prend en charge, c'est vraiment l'opération de recensement à proprement parler, mais on est en train de réfléchir pour l'année 2027 à proposer des prestations en amont, par exemple, sur la définition des zones à recenser, donc il faut les définir. Sur tout l'aspect logistique aussi, hein, d'acheminement des questionnaires, d'organisation du recensement. La partie communication, parce que on l'a évoqué tout au début, le fait que les citoyens aujourd'hui, ils sont un peu plus réticents qu'à un moment à répondre au recensement. Donc, il faut communiquer, il faut insister sur le fait que bah, cette nouvelle école qui a été créée à cet endroit-là, c'est aussi parce qu'il y a eu un recensement bien fait l'année dernière et qu'on a pu ajuster les moyens
aux besoins de la commune. Donc toute cette partie communication, sensibilisation, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire, nous, en proximité. Et puis, à l'issue de la campagne de recensement, c'est aussi assurer le retour des questionnaires. Enfin, donc, l'objectif, c'est vraiment que la collectivité puisse nous confier cette mission-là le plus sereinement possible, de façon globale, et ne se préoccuper que d'une chose, c'est du résultat final et du montant de sa DGF pour les années à venir. Alors, on arrive tout doucement à la conclusion de ce webinaire, mais je vois que les questions continuent d'affluer. Et donc simplement, pour vous, public, n'hésitez pas à continuer à poser ces questions parce que même si on va plus pouvoir y répondre là directement dans le live, les participants pourront les voir et pourront vous répondre ultérieurement. Donc ça peut valoir le coup de continuer à participer, n'hésitez pas. Alors Cathy, Yvan, avant de conclure, est-ce que vous, de votre point de vue, vous voyez aussi d'autres missions de votre commune, de votre mairie, qui pourraient bénéficier d'une externalisation? Et alors là, je ne parle pas forcément en lien avec le recensement. Si on voit un peu plus loin sur d'autres domaines, est-ce que vous avez des idées? Euh, oui, alors en fait, quand les commerciaux nous ont rencontrés, il y a déjà quand même des missions proposées par la Poste. Ils nous ont présenté plusieurs missions. Et donc, nous, ce qui nous intéresserait peut-être, c'est la distribution du journal municipal, où là, nous recrutons toujours des vacataires et bon, c'est compliqué aussi parce que ça change tous les ans, enfin tous les ans, tous les 3 mois à peu près. Après, on a aussi la destruction des archives, par exemple, où là, on a des soucis quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? La rénovation énergétique, l'audit de voirie, la mobilité douce avec les vélos électriques. Bon, là, ça, il faudra voir avec les élus de la nouvelle équipe en 2026, mais voilà, Plein pourquoi pas. d'idées. Et de votre côté, Yvan, peut-être? Alors nous, la Dans un. question s'est posée il y a quelques semaines pour notre service de livraison de repas à domicile qui était en développement et puis on commençait à avoir des difficultés à acheminer dans des délais raisonnables les repas aux personnes âgées. Et donc effectivement, il y avait cette solution de la Poste qui a été proposée. Au final, les élus ont préféré garder ça en interne et développer la flotte en interne parce qu'il y avait cette question du lien avec les habitants et bon, voilà, les élus considéraient que c'était important que ce soit des agents ville qui portent les repas, qui fassent aussi, qui soient un peu des ambassadeurs de la ville et du CCAS. Mais voilà, la question se pose régulièrement. La question se pose aussi pour la distribution des bulletins où effectivement, historiquement, on était sur de la livraison par des collègues. Et bon, voilà, c'est ce qui forcément perturbait la qualité de leur service. Donc oui, forcément, on est en réflexion constante sur d'éventuelles externalisations. Merci Yvan. Et Bah, voilà. donc pour conclure, Christelle, bon, vous n'allez pas manquer de travail visiblement, y compris par extension du recensement à d'autres services des communes. Mais merci. Merci. Effectivement, enfin, nous, c'est ce qu'on fait au travers de la prestation de recensement. On est quand même un partenaire historique des collectivités. La Poste est présente aux côtés des collectivités au quotidien et on mobilise à la fois ce lien de qualité et puis notre savoir-faire pour pouvoir proposer des solutions qui simplifient la vie, qui rendent le quotidien plus désirables dans les territoires. Et puis, sur le recensement, on continue de réfléchir à la façon dont on peut simplifier la vie de nos élus sur cette mission-là qui est essentielle. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir répondu aux questions de la Gazette des communes et surtout merci à vous, chers auditeurs. Vous nous suivez à chaque fois et là vous avez été hyper participatifs, c'est toujours un plaisir. Je vous donne rendez-vous donc pour un prochain webinaire avec toujours plus de participation, j'espère. À bientôt.